Merci mon cher Martial. Vous avez vu, j'ai fait semblant d'être jeune. Mais effectivement, il a raison, ça fait tellement d'années que j'ai même du mal à me dire qu'il est passé sous tout ce temps. Et de réaliser tout d'un coup que chaque fois qu'on parle, qu'on essaye de parler de ce que l'on voudrait faire, tout d'un coup, il faut avoir la sagesse de réaliser que son avenir, on l'a derrière soi. Bon, comme disait l'autre, il suffit de se retourner pour l'avoir en face, mais ça ne suffit pas non plus. Donc voilà, c'était il y a 50 ans exactement, puisqu'on m'a confié la mission de créer le GIGN exactement le 24 août 1973. Alors on se partage avec le GIGN opérationnel et puis avec les anciens, puisque nous avons une association des anciens et amis du GIGN. Comme tous les anciens, on se réunit quand même. Mais également des amis, donc c'est anciens et amis. Ça fait un peu andouillette de vire à GIGN, mais bon, c'est parce qu'anciens amis actifs du GIGN. Voilà l'association. D'ailleurs, si vous voulez adhérer à l'association, j'en profite, c'est possible à partir du moment où vous passez par un ami qui est Martial, voilà, eh bien, vous pouvez envoyer un mail à aagign @hotmail.fr. Voilà, c'est bête comme chou. Des amis actifs, c'est toujours intéressant pour une association d'en avoir, surtout quand ils sont très engagés, comme c'est votre cas, dans quelque chose d'efficace, qui est à la fois au profit de la nation, en dehors de vos entreprises et de ce que vous y faites, mais également parce qu'on ne vit dans un pays que grâce à des gens comme vous. Et malheureusement, le GIGN a été une autre sorte de société qu'il a fallu créer parce que le besoin existait. Ce n'est pas tout à fait le même, mais si on veut rester dans les parallèles, il me semble qu'à un moment, un chef d'entreprise, quelqu'un qui veut construire quelque chose, il fixe un objectif par rapport à quelque chose, peut-être une place vide ou une place qui est mal remplie, et il construit quelque chose. Et construire quelque chose, ça vient au départ d'une seule personne, mais on réalise très vite que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Et après, cette entreprise, c'est quelque chose qui est porté par d'autres personnes qui rejoignent celui qui a décidé de la construire. Le GIGN, c'est un peu ça. En fait, la gendarmerie avait connu 2 événements douloureux, et bien évidemment, aucun d'entre vous ne s'en souvient puisqu'il n'était même pas né, mais il est bon de les rappeler pour voir que les choses ne sont pas aussi naturelles qu'on pourrait le penser, parce que bien évidemment, maintenant et surtout depuis quelques événements douloureux qui se sont passés, qui ont mis le GIGN en avant et en exergue par rapport à ce que l'on vit dans nos sociétés modernes, c'est-à-dire ces images un peu de Robocop, un peu mécaniques, où on voit des gens très armés et qui sont rassurants, parce que évidemment on se dit qu'ils sont là pour protéger notre société, à juste titre, et tout d'un coup on a le sentiment que braves gens, vous pouvez dormir en paix puisque nous existons. Mais pour en arriver là, il a fallu poser des problèmes. Et comme beaucoup de maisons, la gendarmerie est une maison qui était un peu lente, qui a mis du temps à se moderniser, à s'adapter, mais quand elle le fait, ou quand elle commence à le faire, elle a toujours touché à un moment la bonne personne qui va changer quelque chose. Je voudrais juste, à ce propos, rendre hommage à mon papa, qui a développé un système de rapprochement judiciaire, qui a permis à la gendarmerie, à travers les sections de recherche qu'il a également créées, de rentrer dans la police judiciaire et d'avoir cet équilibre qui lui était contesté pendant un certain moment. Et là, c'est l'ancien gendarme qui parle, même si j'étais plus haut fonctionnaire plus longtemps que gendarme, donc on ne va pas faire de querelle de boutons imbéciles, mais qui a permis à la gendarmerie de prendre une place dans la police judiciaire qu'on avait eu tendance à oublier, alors que ça faisait partie de ses missions. Voilà, je ferme la parenthèse, et comme ça me permet d'avoir une pensée pour mon papa, qui n'est pas très loin d'ici, à Gers-sur-Mer, dans la maison familiale terminale. Voilà. Et je souhaitais en parler parce qu'on ne fait pas des chiens, des chats.
j'ai vu le fils d'un camarade de promotion qui est là. Et j'ai posé une question qui était bête, puisqu'il portait le même nom, mais je ne savais pas que c'était son fils, et il se trouve que c'est son fils. Et il a grandi, il me le rappelait, au milieu de nos entraînements. Mais pour arriver à ces entraînements, il a fallu que la gendarmerie réalise le problème qui est en train de se passer. Ça s'est passé en 2 temps. La première affaire, c'est l'affaire de Cestas. Un père, alors vous savez, ces affaires familiales toujours douloureuses qui se passent, problème de garde d'enfants, on dit à l'officier de gendarmerie, intervenez, on disait à l'époque à l'assaut, on restait sur des schémas très tactiques militaires, et puis parce qu'on ne connaissait pas d'autres, on n'avait pas réfléchi sur le problème. Chacun dans ses métiers sait que tout d'un coup, il y a une spécialisation, une spécialité, une préparation, une spécificité aux problèmes que l'on doit aborder. La gendarmerie, elle restait avec ce qu'elle connaissait. Et ce pauvre officier, parce que ça lui a bouleversé sa vie, on lui a dit, de toute façon, un père ne tue pas ses enfants, allez arrêter tout ça. Et l'homme avait dit, si la gendarmerie approche, si vous me séparez de mes enfants, eh bien, vous ne nous retrouverez pas. Et il a tenu son engagement, malheureusement. On a entendu 3 coups de feu pendant cet assaut, et il y a eu 3 morts. Ça a impacté douloureusement la gendarmerie, et paradoxalement, ça m'a impacté beaucoup. Et peut-être, je dirais, puisque là, je sortais juste de l'école de l'EMIA, de Saint-Cyr-Côte-Quidan, plus que les autres, puisque mon père étant papa, l'officier qui commandait cette opération malheureuse était un camarade de promotion de mon père. Et je le sais, ça lui a pourri la vie. Pourri la vie. Mais il avait appliqué un ordre. Mais avec quels moyens? Qui l'avait préparé? Qui avait réfléchi à ça? Qui s'était posé le problème de ce qu'on appelle les comportements exceptionnels, les états d'exception? Personne. Mais on avait eu une certitude. Un père ne tue pas ses enfants. Premier acte, pour moi. Parce que vous vous rendez compte qu'en dehors de ce qui vous construit toute une vie, vous regardez autour de vous, il n'y a pas quelqu'un qui ne vous dira pas qu'il y a quelqu'un qui a été inspirant pour lui. Un père, un professeur, une rencontre professionnelle. On a tous, ou un maître, ou un coach, ou quelqu'un qui tout d'un coup on se dit, ou en bien, oh là, qu'est-ce que j'aimerais faire comme lui ressembler, ou en mal, oh, je ne voudrais surtout pas lui ressembler. Voilà, donc on ne vient pas de nulle part. Et moi, je suis né dans une caserne, Martial le rappelait tout à l'heure, une caserne de gendarmerie. J'y ai grandi, je l'ai suivi en Corse, je l'ai vu faire. Il était tellement beau, cet officier, que bien évidemment, sans que je le sache, sans que je le prépare, sans que je m'y prépare, il y a quelque chose qui s'est produit. Du coup, quand s'est produit cette affaire, qui a impacté un de ses camarades de promotion, ça ne m'a pas laissé, vous le comprenez, indifférent. Et 2 ans plus tard, il y a eu une autre affaire. Alors, même si vous ne la connaissez pas, elle vous restera en tête parce que les 2 noms sont restés dans l'imaginaire à travers la peine de mort, c'est Buffet et Bontemps, dans une prison à Clairvaux, avaient pris en otage un gardien de prison et une assistante sociale. Et là, on dit aux gendarmes, allez, à l'assaut, de toute façon, ces hommes, ils vont... Alors, ils avaient fait ça avec un couteau de fortune, ne vont pas égorger froidement une femme. À la limite, le type, il s'en fichait, mais bon, comme il y avait une femme, il y avait peut-être une chance qu'il y ait un peu d'humanité. Et ce qui devait arriver, malheureusement, arriva, parce que, vous l'imaginez bien, mais quand même, je préfère brosser la situation, j'aime bien, parce que ça, on voit à peu près, on s'y voit. Une prison, c'est fait pour pas en sortir. Si le type a pris les clés et tout, quand vous voulez rentrer, il n'y a plus de clés, il faut faire sauter les portes, manier de l'explosif, mauvaise expérience de l'usage des explosifs, retard au cours de ce que l'on appelait encore l'assaut, et puis, au bout du compte, quand ils arrivent, malheureusement, il y a 2 morts. Trouble immense au niveau de la gendarmerie, bien évidemment, au niveau des médias, mais rien qui suivait vraiment. Et arrive Munich, prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich.
le 5 et le 6 septembre 1972. Là, moi, j'étais déjà jeune gendarme. Et comme à l'école, on essayait de nous enseigner, et puis je pense que le colonel Gouvion s'en souvient, on avait un maître de documentation, et on nous pose des questions, on nous enseigne des procédures, et on aborde le problème des difficultés que l'on peut rencontrer d'ordre public dans le cadre de ce qui était appelé à l'époque les forcenés, qui est toujours appelé d'ailleurs les forcenés, ou les situations de crise particulière. On était juste avant Munich, puisque je suis sorti de Melun en juillet 72. Et comme d'habitude, comme j'ai tendance à poser la question que peut-être il ne faudrait pas poser, je dis à l'officier qui nous parlait de tout ça, mais enfin, mon capitaine, s'il se passe une affaire comme Clairvaux, ou une affaire... Clairvaux, ce n'était pas la préhistoire, hein, ou Cestas, c'était 3 ans avant. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Comment sommes-nous préparés? Quel type d'équipement? Quelle préparation? Et il a cette phrase extraordinaire. Proutot, vous avez toujours la question qui fâche, vous agirez avec discernement. Alors là, je ne me sentais pas tellement soutenu. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est que dans le fond, apparemment, ça perturbait que moi. Tous mes camarades de promotion, d'abord parce que les questions, vous le savez, et vous le verrez tout à l'heure, comme c'est à la fin, il y a des gens qui ont envie de partir et qui se disent, même dans les écoles militaires, mais qu'est-ce qui nous ennuie à poser des questions alors que personne ne lui a demandé? Donc, personne ne s'était intéressé à ça. Et quand arrive Munich, toujours cette espèce d'obsession dans la tête, on voyait à la télé, un peu comme vous avez vu l'assaut du GIGN sur LCI un certain 24 et 25 décembre 1994, ça rentre chez vous. Le problème rentre chez vous. Et Munich est rentré chez tout le monde, avec cette force qu'a la prise d'otage, et surtout la prise d'otage ouverte, c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon, celle que l'on voit. La prise d'otage qui a un intérêt beaucoup plus important que le simple fait de faire sauter une bombe ou d'assassiner un pauvre type qui passait par là, parce que ça dure. Et comme le but est de faire, malgré tout, d'un événement porteur d'une idée, fût-elle débile, mais n'empêche qu'au départ, ces actions sont menées dans un objectif, soit être vengeur de Dieu, c'est la plus débile, mais il y en a d'autres qui sont, selon le côté d'où on se place, ont du sens pour ceux qui le font. Libérer mon pays, le défendre. Et quand il y a comment dirais-je, les gens ne voient plus ce qui se passe, eh bien, certains considèrent que le seul moyen de se faire entendre et de se faire voir, le seul outil, c'est la prise d'otage. Et la prise d'otage ouverte a, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure avec mon doigt, c'est que contrairement à une bombe qui pète et qui descend, la prise d'otage, elle, tant que les otages sont en vie, maintient une acuité médiatique, surtout quand elle est faite autour d'un événement comme les Jeux Olympiques, avec 1 milliard, à l'époque 1,5 milliard de personnes, qui donc sont devant leur écran et au lieu de voir des gens qui courent, voient des gens qui vont risquer leur vie parce que quelqu'un se sert d'eux pour menacer si on ne remplit pas certaines conditions qu'ils ont imposées. Les Allemands, ben, ils n'étaient pas mieux préparés que nous. Et ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que Mme Golda Meir a décidé qu'il fallait être intransigeant pour ne pas se retrouver avec d'autres prises d'otages. À l'époque, oui, obligé de dire à l'époque, comme ça fait 50 ans, c'est logique, mais bon, c'est pas encore la préhistoire, mais on y arrive. À l'époque, il y avait à peu près entre 40 et 50 détournements d'avions par an. Vous voyez, ça a quand même évolué un petit peu, parce qu'on a mis en place des mesures, on a mis en place un certain nombre de procédures à l'entrée des aéroports. Mais en même temps, si j'ose m'exprimer ainsi, et je ne fais pas de politique en le disant, il y a à ce moment-là également tout un tas de renseignements destinés à contrer un certain nombre d'actions potentielles.
Mais ce n'était pas suffisant parce qu'il n'y avait pas d'unité spéciale. Et quand les Allemands se sont trouvés confrontés à l'affaire de Munich, ces 5 et 6 septembre, ils ont abordé le problème avec leurs moyens, c'est-à-dire nada, rien. La preuve en est, c'est qu'ils se sont dit il faut quand même des tireurs d'élite. Jusque-là, il y a une certaine logique. Sauf qu'il y avait 8 preneurs d'otages. Et vous le croirez si vous voulez, ils n'avaient que 5 tireurs d'élite. Alors, qu'en plus, ils avaient, alors même si vous n'êtes pas un spécialiste de l'intervention, ce que je comprends tout à fait, il vous semble quand même qu'il manque quelque chose, ne serait-ce que par rapport au nombre. Bon, il vaut mieux prendre tout ça avec le désespoir, avec un sourire de désespoir, ou un ricanement de désespoir. Il se trouve qu'ils avaient malgré tout monté une autre opération en parallèle de l'avion qui devait être donnée selon les exigences des ravisseurs, qui voulaient partir avec 11 athlètes israéliens en otage pour les amener chez un pays ami. Tiens, c'était Kadhafi. C'est vrai. Donc le but était qu'ils aillent chez Kadhafi. Et puis c'est un peu ce qui se passait pour tout le monde. On arrivait à résoudre les prises d'otages en les envoyant chez le voisin. C'était une technique qui avait une certaine efficacité. À partir du moment où Mme Golda Meir avait exigé que l'avion ne redécolle pas, il s'était dit, bon, il faut qu'on monte une opération à partir de l'avion qu'on est censé leur donner. Ils leur mettent un équipage bidon, les types déguisés en steward, en pilote, et ils étaient 11, oui, 10 ou 11, je ne me rappelle plus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un film magnifique fait par Spielberg qui s'appelle Munich, justement, et qui raconte très très bien cette opération et les échecs, avec toute la partie derrière, qui est pour moi un peu plus contestable, qui a été toute la partie de la vengeance qui s'est exercée derrière et qui s'est fait sur un certain nombre d'innocents qui, eux, n'avaient rien à voir avec les gens de Septembre Noir. Il se trouve que les 8 qui étaient dans l'avion, ils ont fait un pow-wow. Ils se sont dit, mais on n'est pas formés, on n'est pas entraînés. Tout de suite, ils vont se rendre compte qu'on n'y connaît rien. Et ils sont partis, sans rien dire. L'hélicoptère, entre-temps, arrivait, puisqu'ils avaient exigé d'arriver sur l'aéroport avec 2 hélicoptères, transportant le commando qui faisait 8 preneurs d'otages, comme je vous l'ai dit. Les 5 fusils s'étaient répartis avec 3 au sol, 2 sur la tour de contrôle. Aucune répartition des objectifs, avec pourtant un détail qui était important. Le chef du commando portait un chapeau. Et tout le monde militaire et tous ceux qui commandent savent qu'au moment, si le chef a un certain rôle, le chef disparaît, pendant un laps de temps au moins, vous avez une certaine incertitude dans l'opposition qui vous est faite. Mais comme personne leur avait dit que le plus important, c'était celui qui avait le chapeau, ils se sont mal répartis les objectifs, il y en a 2 qui ont tiré sur le même et tout. Au bout du compte, quand ils ont ouvert le feu, sachant que le chef du commando ou celui qui avait effectué la reconnaissance de l'avion avait réalisé que c'était un piège puisqu'il n'y avait plus personne dans l'avion, donc ils sont revenus en espérant négocier. On leur a donné l'ordre d'ouvrir le feu et est arrivé ce qui devait arriver. Ça a été n'importe quoi. Il s'est passé presque 40 minutes parce qu'ils ont fait venir l'armée en secours de la police qui était au sol pour finir par finir l'opération, sauf que celui qui avait le chapeau, le chef, a pris une grenade incendiaire, l'a jetée dans l'avion lequel avion avait, l'hélicoptère, pardon, avait les preneurs d'otages. Voilà, ils sont morts dans l'explosion et l'opération a été un désastre complet parce que, en plus, il en restait 3 vivants. Hein. Ils ont gardé du commando, qu'ils ont été obligés ensuite après d'échanger parce qu'un avion a été détourné quelque temps plus tard de Lufthansa et qui a réclamé la libération des 3 otages. Enfin voilà, le fiasco total. Et vous, jeunes gendarmes, vous êtes devant votre télé, vous assistez en direct à un échec absolu. Et nous devions faire la première année que nous étions en unité,
à la fin de cette première année, un mémoire. Pendant cette première année, j'ai fait du maintien de l'ordre, j'ai fait un certain nombre de choses, et la gendarmerie s'était penchée sur ce que vous connaissez dans les queues de comète qu'il y a, ou les queues de manifestation, où on se rend compte qu'il y a toujours des gens qui vont ficher le bazar ou faire leur marché, ce qu'on a appelé à une époque les autonomes, ou plus, enfin, tout un tas de petites équipes. Mais le maintien de l'ordre, on nous interdisait de leur courir après. Alors, la gendarmerie, fort justement, s'était dit il faut faire des équipes commando, parce qu'en plus, la gendarmerie avait une mission de DOT, laquelle, ces équipes seront en mesure, en maintien de l'ordre, de pouvoir accourir derrière ce que nous on appelle par dérision les lapins, hein, parce que dès que vous arrivez, ils ne veulent pas se faire prendre, donc ils courent très vite. Donc il faut avoir des équipes entraînées, mais également, et ça rejoint des choses qui étaient moins marrantes pour les chefs d'entreprise, il y a eu pendant cette période beaucoup de chefs d'entreprise, on ne disait pas retenus en otage, mais retenus contre leur gré à l'intérieur des prisons, des entreprises, avec des portes soudées. Donc il fallait des gens qui soient capables de grimper, voilà, une certaine agilité. Ce centre avait été mis sous le commandement d'un officier, et cet officier, qui s'appelait Jean-Pierre Beau, il avait décidé de faire des périodes bloquées et de faire venir des jeunes officiers comme moi pour encadrer ces périodes bloquées. Et quand je suis arrivé dans la première fois, je réalise que, ils font quelque chose de très mécanique. Voilà, on va faire la prise d'otage. Alors, toi, tu te mets là, tu es le méchant. Et puis après, le schéma était déjà écrit en avant, en gros, à l'assaut, et puis on verra après. Mais je trouvais que ça manquait de réflexion. Alors, je dis au capitaine, mon capitaine, est-ce qu'on peut scénariser un peu? Il me dit, Proto, faites ce que vous voulez, hein. Je veux un bel exercice. Et je monte un exercice que je fais un peu comme ce que vous connaissez sous le nom de jeu de rôle. Chacun joue son rôle, et je prends bien les gens chargés de faire les otages, le garçon faisant le preneur d'otages. Je dis, allez jusqu'au bout de la démarche. Bien évidemment, on n'est pas dupe, on sait très bien qu'on approche la réalité de loin, mais au moins on crée une situation. On fait ce que les Américains appellent du happening, on met les gens en situation et vous avez une réflexion derrière. Je mets ça en place, ça marche, il est tout content. À chaque fois que je vais faire ma période bloquée en tant qu'encadrant, il me dit, Proto, vous me refaites les mêmes manips, faut que ça tourne. Et quand la gendarmerie, après la réflexion enchaînée par les 3 événements dont je vous ai parlé, qui est Cestas, Clairvaux et Munich, même si c'était les Allemands, dit il faut qu'on mette en place une unité. Comme cet officier voyait passer beaucoup d'officiers, ils lui ont demandé qui vous voyez pour commander cette unité. Il dit moi j'en vois qu'un, c'est Proutot. Voilà comment votre serviteur s'est retrouvé à la tête de ce qui allait devenir la mission pour créer le GIGN. Le 24 août 1973, je suis reçu par le général qui me dit voilà Proutot, mission, faire une unité anti-prise d'otage. Ah bon, et il n'y a rien. Non, vous me faites une note, vous me dites ce qu'il faut et tout, et puis débrouillez-vous. Des questions? Non, mon général. Bon, c'est bien. Vous pouvez y aller. Bon. Et je suis parti avec rien. J'ai créé cette unité de zéro. Et je me suis dit, j'ai pris Munich à l'envers, qu'est-ce qui n'allait pas? D'abord, les gens n'étaient pas volontaires, ceux qui sont partis du bus. Donc il faut des volontaires. Donc j'ai fait un appel d'offres pour des volontaires. J'en ai eu à l'époque moins qu'il y en a maintenant, vous vous en doutez, puisque les gens ne savaient pas trop où ils allaient. J'en ai eu une soixantaine. J'en ai conservé 17. Et je me suis dit, maintenant, les schémas que je vais mettre en place, ce que je vais leur demander, il faut qu'ils soient capables de le réussir. Et pour le réussir, il faut leur donner les moyens de le faire, les amener à un haut niveau technique et tactique. Et surtout, je me suis dit, et vous allez voir, ce n'est pas un détail, et si je me permets de vous embêter avec ça, c'est parce que je crois que c'est important. Quand on fait porter une arme à quelqu'un, et pour moi c'était une évidence,
Donner une arme à quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de Dieu. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, on sait tous quelque chose qui nous transcende, ça s'appelle la vie. Avoir ce pouvoir à un moment de supprimer la vie, si vous le donnez à des types qui ont l'impression qu'ils sont les exécuteurs des hautes œuvres et qui doivent venger je ne sais pas trop qui, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas prendre les armes de l'ennemi, leur ressembler. Il faut donc avoir une éthique, mettre en place une éthique et la respecter jusqu'au bout. C'est ça l'honneur des unités comme le GIGN. Et juste en incise, parce qu'on va arriver à l'essentiel, si je ne suis pas trop en retard, il se trouve que ce dont je veux vous parler, l'opération dont je veux vous parler, également a tellement d'importance que vous verrez combien le fait d'avoir mis en place cette notion du respect de la vie peut, à un moment où vous n'avez pas le choix sur laisser en vie ou éliminer pour protéger, est terrible à prendre. Et j'en reviens, je fais toujours des digressions, mais je reviens, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que le GIGN actuel a toujours, en premier principe, ce principe de respect de la vie, fondamental. Pour quelqu'un qui porte une arme, un uniforme, il ne faut pas prendre les armes de l'ennemi, ni lui ressembler, sinon on ne vaut pas mieux que lui. Et quand on remet les armes aux jeunes du GIGN, on lui dit « fais-en bon usage, nous te donnons le pouvoir de Dieu, le pouvoir de vie et de mort ». Je sais que c'est grandiloquent, ça peut le paraître, mais quand vous avez un garçon que vous avez formé, que vous avez entraîné, qui en a bavé et tout, et qu'au moment où, malgré tout, c'est un moment solennel pour lui, vous avez la phrase qui tue, je vous prie de croire qu'il s'en souvient. Et c'est comme ça qu'on fait des gens qui, en 4 lettres, depuis 50 ans, ont fait le plus beau qui a été fait dans le monde au niveau de la lutte anti-prise d'otages et des arrestations difficiles. Et j'avais noté, vous aussi d'ailleurs, je l'ai constaté, que 5 tireurs de lead pour 8 preneurs d'otages, à défaut déjà d'être un problème de calcul, c'était également un problème de coordination. Et je m'étais dit, il faut inventer un système qu'on appelle maintenant le tir simultané, mais qui n'existait pas, faire en sorte que plusieurs tireurs à différents postes sur ce qu'on appelle la cathédrale de tir, l'endroit où on est avant de regarder vers l'objectif, là où on positionne les hommes. Cette position et le système que l'on va mettre en place fasse en sorte que soit ils ne tirent pas 2 fois sur le même, parce que les preneurs d'otages se croisent devant vous. Vous voyez, il y en a un qui a une barbe, l'autre qui a une chemise blanche. Je ne vise personne, hein, c'est juste un exemple. Hein, donc, et ils se croisent. Et si vous avez votre tireur qui le suit, ça finit par être le bazar. Donc, il faut trouver toujours pour que les hommes en situation difficile, même les plus entraînés, soient le moins, et je pense que ça vaut dans tous les métiers, le moins vulnérable possible à l'aléa, à ce que l'on n'attend pas, il soit carré dans ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande soit carré. Et le plus simple, c'est de lui dire, toi, tu tires celui qui est le plus à gauche, puisque tu es le plus à gauche. Tu es le deuxième, tu tires forcément le deuxième, et il y a toujours un deuxième, même s'ils se croisent. Ainsi de suite, jusqu'à le nombre d'objectifs qu'il faudrait éliminer. Et on s'est entraîné comme ça. Et on a découvert quelque chose, et je vous le raconte parce que, dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est primordial. Et je me suis dit, faire tirer un type, c'est relativement facile. Un bon tireur, c'est lui qui prend sa décision de tir, vous lui dites, voilà, il faut toucher ça. À titre d'exemple, juste pour que vous voyez un peu la précision, les tireurs du groupe touchent une tasse à café d'expresso, hein, à 200 mètres. Alors, bon, c'est normal, ils sont entraînés pour ça. Mais ça ne fait pas beaucoup pour passer à une assiette si on fait ce qu'on appelle un coup de doigt. Alors, dans un exercice normal, faire une assiette au lieu de faire une tasse à café, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si vous avez des otages qui sont au milieu et que
l'espace qu'il peut y avoir pour que la balle élimine celui qui est dangereux pour les otages, ça se joue à quelques centimètres. Et si vous le surprenez, en lui donnant un ordre, et le pire des ordres, c'est tout ce que vous voyez dans les films. Feu. Vous dites à un type feu, eh ben, vous pouvez être sûr que ça ne va pas exactement où il voulait. Parce que l'ordre est agressif, il surprend. Alors, parce que vous avez toute une mécanique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si quand même, il faut rattraper ce qu'on appelle la queue de détente, vous appelez la gâchette. Hop, il faut la ramener un petit peu en arrière, progressivement. Il faut être surpris par le départ du coup. Si vous dites feu, vous n'êtes pas surpris. Il appuie sur sa poignée et paf, à côté. Sauf que, 1, c'est déjà difficile, mais 3, 4 ou 5, c'est compliqué. Il fallait trouver une technique. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une possibilité de se récupérer, si par hasard, un des hommes qui vous a donné son code, puisqu'il suffit de donner son code pour que celui qui dirige le tir, hein, l'officier qui commande ou le sous-officier qui commande la base de tir, il suffit de donner un code, c'est lui qui capitalise. Les autres, ils s'occupent que de leur objectif. Alors, vous pouvez entendre 5, 3, 2, 1, mais dans le désordre, parce que le temps d'acquisition, le temps que ça se passe comme il faut pour chaque tireur, peut être plus long pour certains tireurs qui ont une acquisition plus facile. Et tant que vous avez l'acquisition, vous ne dites plus rien. Quand le chef de tir a toutes ses acquisitions, il dit 0. Et là, on s'est heurté à un problème, c'est le déclenchement. Au moment où on dit 0, comment ça veut dire 0, puisque chacun n'a pas écouté l'autre. Chacun a juste donné son code. Donc, quand vous dites 0, il sait que tous les autres, tout est bon et qu'il va falloir tirer. Et je vous disais, il faut vous donner un temps où, par exemple, un des objectifs bougerait et mettrait en danger un otage. Et à ce moment-là, si ça se déroule, le tireur qui est concerné par l'obstacle dit non. Il n'y a pas besoin de savoir si c'est le 5, le 2, le 4 ou le 1, on s'en fiche. Et on repart. Et ça peut tourner des heures. Et ensuite, quand on a l'équation parfaite, que personne n'a rien dit, il faut définir un temps pour ce retour au potentiel de tir. Si par hasard, un dit non, il faut 3 secondes. C'est à peu près l'idéal pour être sûr qu'on peut anticiper une position qui ne correspond pas à ce que l'on attend. Et 1 seconde, il fallait trouver le chiffre. Et je ne sais pas pourquoi, il m'avait semblé que quand on disait 333, ça faisait 1 seconde. Je ne sais plus où j'avais lu ça. Et 333, vous pouvez essayer, ça fait 1 seconde. Et puis vous pouvez essayer de le dire vite. Vous n'y arrivez pas. Mais en plus, quand vous le pensez, c'est encore plus facile. Donc chaque tireur, quand il a entendu 0, il fait 333, 333, 333. Et pan, vous entendez un seul coup de feu avec 4, 5, 6, 7, 8 fusils, comme c'est fait à l'entraînement. On était arrivé à ce niveau d'exception. Et le 3 février 1976, on m'appelle dans mon bureau. Le directeur de la gendarmerie me dit, voilà, il y a une prise d'otage à Djibouti. Alors Djibouti, c'est sur la corne de l'Afrique. C'était un territoire français à l'époque, le territoire des Afar et des Issa. Et il était revendiqué par la Somalie avec la pression soviétique qui était à l'époque, qui tenait Aden, mais qui n'avait pas Djibouti. Or, même si vous n'êtes pas des férus de stratégie militaire, vous vous rendez bien compte que Aden et Djibouti étant en face, c'est un détroit, et que si vous tenez ce détroit, vous pouvez bloquer l'arrivée vers le canal de Suez. Et c'est que voulaient les soviétiques qui, à l'époque, entraînaient le commando qui va faire la prise d'otage à Djibouti, le Front de libération de la côte des Somalies. Et quand m'appelle le directeur,
il m'appelle parce qu'un quart d'enfant, de 31 enfants, avait été détourné parce que l'on me dit être à ce moment-là un commando de 3 hommes. On me dit Djibouti, commando de 3 hommes. Bon, Proutot, il était 11h du matin, le 3. Les enfants avaient été détournés à l'heure où on emmène les enfants à l'école. Le matin, il était 7h ou 7h30. Donc, il faisait le ramassage scolaire et puis ensuite, il les amenait à l'école. Je dis OK, monsieur le directeur, nous nous préparons. À 15h, on décolle. Il faut à peu près 9h pour aller à Djibouti à cette époque avec l'avion que nous avions, du GLAM. On arrive à Djibouti à minuit et quart. On était parti de Paris, c'était le bon temps, il faisait -10. Et on arrive à Djibouti, il faisait +30. Alors, un gap de 40 degrés, ça commençait à devenir un peu chaud. Mais les états d'exception dont je vous parlais tout à l'heure, on les vit pareil. Quand on vous dit il faut y aller, on y va. On part. Et on ne se pose pas de questions sur il fait chaud, il fait froid. Et le colonel qui nous accueille nous dit écoutez, venez vous habiller, on descend notre équipement. Mais il me dit vous y allez comment? J'ai entendu une intervention. Elles sont comment? Elles sont noires. Je dis mais dans le désert, on va vous voir comme le nez au milieu de la figure. Il dit mais moi on m'a pas dit que c'était dans le désert. On m'a dit que c'était dans Djibouti. Tous nos entraînements, pratiquement, à cette époque-là, on les faisait en vue d'opérations qui se passaient en milieu urbain. C'est pour ça que le colonel se souvient de voir les hélicoptères qui arrivaient sur la tour de Maison Alfort et où on descendait en corde libre ou en corde lisse, où on rappelle sur les immeubles. Et alors il dit venez au magasin, on va vous équiper. Et il nous équipe, hop, en treillis. Alors vous imaginez un magasin militaire à minuit et demi avec la taille qui ne va pas et tout. Le commando GIGN, il ne ressemblait pas à ce que vous voyez sur les images actuelles, hein, je vous le dis tout de suite. Puis à l'époque, je portais des lunettes. Ça peut paraître... bon, j'en ai plus besoin, je ne me suis pas fait opérer, rassurez-vous. C'est passé tout seul. Mais bon, à l'époque, j'avais des lunettes. Et ça a son importance. Et il se trouve qu'on nous dit, écoutez, c'est à Loyoda, 14 km ou 15, par une pistouille qui rejoint Loyoda, étant le poste frontière somalien. On prend un 4x4, un commande-car où je mets mon équipe, et le gars me dit « Ah, mais au fait, en discutant comme ça, bonne chance, hein, et puis ne les ratez pas les 4. » Je dis « Comment ça, 4 ?» Il dit « Oui, ils sont 4. » Je dis « Mais attendez, moi on m'a dit 3. » Et j'avais pris 6 fusils. En plus, j'avais pris 6 fusils en me disant, ça fait 2 fusils pour un objectif, vous voyez. C'était rassurant. Ah non, ils se sont trompés. Hein. Je vois qui, il me dit, mais ils sont 4. Et puis, avant de partir, le général voudrait que vous dormiez un peu. Je dis, non, mais ça ne va pas. On n'est pas venu pour dormir, on y va. Oui, mais moi j'ai des ordres, vous restez à dormir. Je dis, non, on y va. Bon. Alors, on finit par partir. Et alors, le capitaine qui commandait le petit détachement décide de prendre le volant. Je dis, mais... Et on sort une première fois de la pistouille. Parce que pour ceux qui connaissent un peu le désert, c'est pas goudronné, il n'y a pas des petits poteaux luminescents tous les bords. Et encore moins à cette époque. Et c'était la partie vraiment désertique de la Somalie, de la côte somalienne. On sort une première fois. Bon, alors il faut pousser parce que c'est du sable. Puis après, c'est le commande-car qui sort. Et tout d'un coup, il éteint les phares, le capitaine. Je dis, mais ça ne va pas, pourquoi vous éteignez les phares? Ah, mais j'ai des ordres, faut pas se faire repérer. Bon, écoutez, OK, on y va. Mais bien évidemment, au lieu de sortir une fois tous les 100 mètres, on sortait une fois tous les 50 mètres. Et alors, vous le croirez si vous voulez, mais des fois, on n'a pas de peau, hein. Il y avait un trou d'eau. Hein. Eh bien, dans le désert, c'est pas courant. Hein. Eh bien, il y avait un trou d'eau. Eh bien, il me met ma Jeep dans le trou d'eau. Donc, obligé de sortir la Jeep, tout trempé. Et l'image du commando tel que pouvait l'imaginer le général,
vous imaginez à quoi elle a ressemblé quand il nous a vus arriver, puisque tout le monde s'était mis à l'eau pour sortir la Jeep qui était dans ce trou qui faisait à peu près 3 mètres de profondeur. On n'était pas très beau. Hein, bon. Mais la beauté ne faisant pas tout, on n'avait pas l'air très martiaux non plus. Hein, bon, et le camp se trouvait à environ 1 kilomètre de l'endroit où se trouve la base, où se trouvait stationné le bus. Et il me dit, on rentre dans cette grande tente, un peu comme dans les films, vous savez, doublé de blanc et tout, des cartes partout. Le général Fringon, hop, lui, il n'était pas tombé dans un trou. Hein, donc, et moi, j'entends une voix qui ouvre la tente. Il dit le chef du commando et des tireurs d'élite. Bon, je rentre avec mes lunettes. Et il dit, alors mes gars me suivaient, c'est ça le commando? Bon, alors déjà, ça vous met, vous ne sentez pas vraiment soutenu, quoi. Puis il me regarde et il me dit, mais vous savez, moi, ceux qui portent des lunettes, en général, je les mets au secrétariat. Hein, donc, alors là, je me suis énervé. Je dis, mon général, avant de porter un jugement sur mon unité, attendez de voir ce que vous allez faire, parce que ce que nous allons faire, nous sommes les seuls au monde à le faire. Il me dit, bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Bon, alors, nous nous mettons en accord sur un schéma tactique. Je dis, il faudrait que je fasse une reconnaissance. Je vais faire ma reconnaissance par la plage. Le temps passe en plus. C'est normal, c'est loin de Djibouti. Je passe par la plage. On avait encore, à partir du moment où j'ai quitté la tente, qui, comme je vous l'ai dit, se trouve à peu près à 1 kilomètre, on s'est avancé au plus près du bus par la plage avec deux gendarmes qui m'ont accompagné, un officier qui connaissait bien la région et son adjoint. Et en rampant, on arrive à la dernière dune où on voyait le bus à environ 50 mètres de nous. Et là, tout de suite, on réalise qu'il y a 2 sections de l'armée somalienne, ce que je ne savais pas, donc en gros une 30 à 40 hommes, et que chaque fois que le groupe électrogène qui éclairait le bus tombait en panne, les jeeps, les automitrailleuses somaliennes se mettaient en route et éclairaient. Je vous dis, il y a une connivence entre les Somaliens et les terroristes, c'est pas possible. Bon, j'arrivais pas trop à voir comment ça bougeait parce que les enfants étaient crevés, ils avaient déjà passé une journée, ça bougeait pas trop. On revient, mais tout ça a duré. Hein. Là, c'est court, même si c'est long par rapport à notre dîner. Il se trouve que on est arrivé, il était à peu près 5 heures moins le quart à peu près, au camp du Drador, quoi. Enfin chez le général, pardon. Et le général, il dit, Photo, qu'est-ce que vous foutiez? En général, je fais une reconnaissance, si je ne sais pas où je vais. Je dis, par contre, j'ai vu une base de tir. Je suis sûr que, comme disent les jeunes aujourd'hui, ça le fera. On ne disait pas ça à l'époque, mais bon, maintenant j'essaye d'être in, donc... on me dit, bon, vous êtes sûr de vous? En général, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien, mais cette base va très bien, et je pense que ça ira. Et je l'avais faite au doigt mouillé, vous savez, maintenant ils ont des lasers, ils ont plein d'outils. Bon, les outils, c'est pas une fin en soi, hein. C'est que l'extension d'essence. Si vous avez une crêpe qui conduit la plus belle des Ferrari, il va se prendre le premier virage. Bon, mais dans tous les métiers, c'est pareil. Si la personne qui doit tenir un outil ne sait pas le tenir, il a beau être le plus performant du monde, l'outil, eh ben, il est au niveau de la crêpe. Hein. Donc là, c'est pareil chez nous aussi. Hein, bon. Mais je n'ai pas de laser, donc je le fais formule du millième à l'ancienne. Et je me dis, en plus j'avais l'expérience, on s'entraînait à 200 mètres, on doit être à 200 mètres. On vérifiera après, la gendarmerie fera une enquête, il y avait 183 mètres. Moi, je trouve qu'au doigt mouillé, moins de 10% ou un peu plus de 10%, c'est pas trop mal. Voilà. Et surtout, pour la balistique, c'était essentiel. Et on se met en place, mais avant de se mettre en place, on se met d'accord avec un schéma tactique, pour un schéma tactique général.
Il me donne une radio parce que je n'avais pas de radio qui était sur le même réseau que le sien. D'ailleurs, ça avait peu d'importance parce qu'à l'époque, les avions n'avaient pas de soute pressurisée. Ils avaient voulu absolument, je m'étais battu pour pas que mes fusils soient en soute pressurisée. Ils ont mis tout le reste en soute pressurisée. Et à l'époque, les batteries, elles ne tenaient pas à moins 40. Moralité, quand on allumait les radios, il n'y avait plus de radio. J'avais la radio pour être en liaison avec le général, qui s'était donné ce nom de code magnifique, Soleil. Bon. Nous, on avait un nom de code extraordinaire, GI, pour groupe d'intervention, bien sûr. Donc on n'est pas allé chercher très loin. Alors, on fait un essai, GI, ici Soleil. Oui, oui, Soleil, ici GI. Bon, voilà. Et je lui dis, voilà, mon général, je mettrai ma radio au moment du code de tir. Quand vous entendrez 0, vous donnerez l'ordre. Vous saurez que 3 secondes après, ça va tirer, sauf si je vous dis non. Mais si je dis rien pendant ces 3 secondes, et vous entendrez peut-être, mais comme il était à 1 kilomètre, un coup de feu. Mais ça veut dire qu'on aura rempli notre mission. Et à ce moment-là, il faudra que la Légion, il y avait deux sections de la Légion étrangère, du 2e étranger, 2e REP, et les autres mitrailleuses passaient, elles, par la piste sur laquelle avait avancé le bus jusqu'à l'entrée du poste somalien, à l'entrée de la Somalie, devant la barrière, pour être bien sûr, pour les Somaliens, de ne pas être tenus pour responsables de la prise d'otages. Il me dit d'accord, pas de problème. Je dis on fait un calcul, la Légion va avancer un petit peu au moment où on le dira, ils seront derrière nous, on calcule en distance, et en gros, on savait qu'à partir du moment où on aurait dit 0, avec l'appui de la Légion qui nous flankait par la gauche, les 2 sections, et la DBLE par la droite, nous sur le bus, pour les enfants, nous serions sur le bus en 3 minutes. C'était le timing important, exact. On se met en place. Je dis, mais bon, je commence à tirer quand, mon général? Ah, il faut attendre les ordres d'en haut. En haut? Oui, oui, c'est le président de la République qui va donner l'ordre lui-même. Je dis, mais il ne voit rien, le président. Proutot, allez vous mettre en place, attendez les ordres. Bon, je me mets en place. Il était 6 heures pile, on m'avait expliqué que sous les tropiques, il n'y a pas d'aube et que tout d'un coup, on passe du noir au blanc, il fait soleil, la lumière arrive très vite. Ce qui a été le cas, avec une différence de gradient de température, ce qui fait que vous vous gelez pendant un premier temps, en attendant après la chaleur, parce qu'il fait assez chaud là-bas, ils font cuire des œufs dans le sable. Hein, donc 6h30, 7h, et on observe. Et il y a d'autres détails qui sont cocasses dans des circonstances aussi dramatiques, mais bon, ça serait trop long. Et il y a un de mes gars qui me dit, mais ils sont plus 4, ils sont 5. Je dis, comment ça? Alors je prends mes jumelles, je regarde, donc j'avais 6 tireurs, hein, alignés, en un petit arc de cercle, comme dans les films, bien ancrés dans le sable pour ne pas se faire remarquer. Moi, j'étais derrière le sol. Alors, le poste du chef, il y avait juste un tout petit arbuste qui faisait un peu d'ombre. J'étais planqué derrière l'arbuste et j'avais 2 relayeurs d'ordre qui, eux, n'avaient pas des armes longue distance, mais avaient leurs armes d'intervention classiques. Donc, on était en tout 9. Et je regarde, paf, oui, effectivement, il y en a un 5e. Bon. Et puis, il ne se passe rien. Alors, je m'énerve, je dis Soleil, ici, GI. Enfin, je n'ai pas voulu la faire trop énerver, parce que je pensais déjà l'avoir pas mal énervé, le général, qui, au demeurant, était un mec bien. Je ferme la parenthèse. Mais, bon, quand vous savez ce gap de grade, à cette époque, ce n'était pas facile. Hein. Et je lui dis, mon général, et les ordres? Vous attendez. Je lui dis, mon général, il y a eu 2 opportunités parce qu'on avait commencé à répéter notre code de tir. Et c'est comme ça qu'on avait vu que tout d'un coup, ils n'étaient plus 4, mais 5. Alors, ils se relayaient en allant dans le pass somalien qui était à environ 20 mètres. Alors, on répète le code de tir pour que ça rentre bien en se disant, peut-être dans la seconde qui va suivre, on va nous dire, c'est bon, vous avez l'autorisation.
Et on répète, 3, 4, 1, non, paf, et on repart, et brrr, en boucle. Mais on avait eu quand même 2 opportunités qu'on n'a pas pu exploiter puisqu'on n'avait pas l'autorisation. À 9 h, ça m'énerve un peu. Je rappelle, Soleil, et là, Soleil, pas lui, hein, l'autre là-haut, ça a commencé à taper. Hein. Alors, je dis, mince, j'espère qu'il va nous donner l'ordre tout de suite. Jamais, dans ma petite cervelle de moineau, je me suis dit qu'il allait m'imposer des conditions de tir. J'ai ici Soleil, vous avez l'autorisation de tir. Ah, bien mon général. Mais avec un seul preneur d'otage dans le bus. J'ai dit, mon général, ils sont déjà 5. Ils tournent entre eux, c'est pas possible. C'est un ordre. Bon, entendu. Les gars, vous avez entendu. Alors, on parlait, on dépassait jamais 3. Hein. 1, 3, 2, jamais 4, jamais 5. Et puis d'un coup, comme par hasard, un gars qui me dit, il était 10h, 10h15, donc on avait déjà un certain temps de cagnard sur la tête, il me dit, ben, il y en a un 6e. Je dis, non, c'est pas possible. Alors là, j'avais juste assez de fusils. 6 fusils, 6 preneurs d'otages. Là, reprenons la même formule, ça le faisait encore, hein, mais bon. Et puis, à 11h30, toujours pas d'opportunité, bien évidemment, ils étaient toujours entre 2 et 3 dans le bus, et en plus avec quelque chose que vous imaginez volontiers. Les enfants, ils avaient 5 et 8 ans, ça bouge, même avec des terroristes. Eux, ils n'avaient pas cette notion, je les ai revus des années après, on en a parlé. Pour certains, c'était même presque comme un jeu, même s'ils étaient fatigués, mais il fallait aller faire pipi, donc ça bougeait tout le temps. Tout d'un coup, on voyait l'assistante sociale, elle passait devant le gars qu'il fallait toucher. Enfin, on s'est dit, on n'y arrivera jamais. Et je dis à ce moment-là au général, mon général, il faut créer une opportunité. Je dis, faites-les manger. Donc, on était pratiquement à 1h de l'après-midi, là. Négociation, on les fait manger. Et bien évidemment, les autres se méfiant encore plus, ils étaient tous sur le bus. Et on se rend compte qu'ils sont 7 à ce moment-là. Soit il y en a un qui s'est dit, tiens, il y a à bouffer gratuit, je vais venir. En tous les cas, il y en avait en plus. Ce qui fait que ça devenait de plus en plus compliqué. Et avec quelque chose que vous mesurez, j'imagine facilement, et qui est le problème de celui qui doit être toujours au meilleur de sa forme, c'est vos hommes qui commencent à plus y croire. Parce que quand vous avez par 40 à l'ombre, quand il y en a, ce qui n'était pas le cas, que vous n'avez pas pris de casquette parce que vous êtes trop con, vous êtes dit non, non, j'ai pas besoin de casquette, je suis le meilleur du monde, donc j'ai pas besoin de casquette, que vous n'aviez pas de flotte, que les gars n'avaient pas mangé et bu depuis la veille 15 heures, qui n'avaient pas dormi non plus, et qui sont derrière un fusil et qui doivent être au milieu de leur forme, il se passe des trucs. En plus, vous savez qu'un métal chaud, l'air au-dessus bouge. La dilatation de l'air fait que ça fait comme de l'eau. Et dans une lunette, c'est amplifié. Ce qui fait que mes tireurs, ils avaient l'impression que la cible bougeait alors qu'elle ne bougeait pas. Mais il fallait les rassurer. C'était une impression. N'ayant pas eu d'opportunité avec les enfants qui avaient mangé, nous retrouvons avec 7 preneurs d'otages et peut-être l'éventualité, mais on ne l'imaginait pas encore, même si on voyait la connivence avec la Somalie de plus en plus prégnante. J'insiste auprès du général, je dis, mon général, les échanges que nous voyons, vous êtes sûr que la Somalie n'interviendra pas au moment où j'interviendrai? Il me dit, oui, oui, on a l'assurance de l'ambassadeur, pas de problème. Bon, j'y crois pas trop, parce que mes hommes, eux, n'y croyaient pas du tout. Mais je me dis peut-être, effectivement. Et à un moment, je me dis, si on ne boit pas un peu, on n'y arrivera pas. Donc je dis au général, il était 14 heures, et alors là, le soleil était presque avait dépassé la verticale, donc on en avait pris pas mal sur la tête. J'ai dit, mon général, il faudrait qu'on fasse une interruption. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un avec
pour avoir des cachets de sel contre la déshydratation, parce que j'avais des gars qui avaient la tête qui commençait à tourner. Il y en a un qui avait posé son revolver à côté de lui. Il a toujours la trace, il s'est brûlé avec son revolver, vous imaginez, le métal de son revolver, il l'a toujours au poignet. Et bon, j'envoie un gars qui, en rampant, qui n'était pas un des tireurs, parce que je ne pouvais pas toucher à mes tireurs, un des deux qui me restait, il nous revient avec de l'eau tiédasse, mais alors j'ai jamais bu de l'eau comme ça aussi bonne. Quand vous crevez de soif, on peut boire n'importe quoi. Des sandwichs genre pâté et naf qui dégoulinaient, c'était encore pas mal. Et puis les cachets contre la déshydratation qui ont remis tout le monde en forme. À 15h15, on a repris le code de tir. Et vers 15h30, 35, je remarque que l'effet de la chaleur, les bus à cette époque n'étaient pas climatisés. Donc vous imaginez bien ce que vivaient les enfants à l'intérieur du bus. Nous, c'était simplement parce qu'il fallait qu'on soit performant. Mais ce que vivaient les enfants depuis la veille, c'était une fournaise à l'intérieur de ce foutu bus. Les enfants somnolaient, bougeaient moins, et je remarque une position où j'avais 3 types à l'intérieur du bus, un sur le siège avant, un sur le siège du milieu, un sur le siège arrière, 2 dehors, un sur une caisse en bois qui était devant le bus, et un autre qui était assis sur le marchepied. Je calcule, je dis au numéro 2, donc vous voyez, ça fait, si vous les prenez de la gauche vers la droite, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 autres sur les 7 étaient allés dans le poste frontière. Je dis à mes hommes, vous le sentez? Oui, mon lieutenant. Le seul problème, c'était celui qui était assis sur le marchepied. Mais bon, on savait que prenons une balle dans chaque jambe, il ne courrait pas très vite. Ce qui fait que je dis au général, mon général, vous allez entendre 0 dans 5-6 minutes. Est-ce que la Légion peut commencer déjà à prendre position, avancer, et la DBLE se préparer à démarrer? Il dit oui, vous en faites pas, tout est OK, on est prêt, on l'attendait. Alors, à 43, j'ai pu dire, alors on a eu 1, 5, 4, 3, 2. J'ai dit 0, et à ce moment-là, un seul coup de feu, et je vois mes 5 cibles qui tombent. Moi, j'étais l'observateur de tir. Et donc, on attendait, il n'y avait plus que la Légion qui devait nous rejoindre, et la DBLE. Et à ce moment-là, on est pris sous la rafale d'une saloperie qui s'appelle une MG42, qui tire 1200 coups minutes, qu'avait l'armée somalienne dans un petit bocteau qu'il y avait à côté, qu'on avait mal vu. Et on est cloué au sol, comme dans les films, comme des pelles, vous savez, avec des pelles, ça vous recouvre de sable. Donc, vous essayez de vous enfoncer, mais vous enfoncez pas. Et vous entendez que ça passe. On a retrouvé au pied de la mitrailleuse 2400 cartouches. Je vous ai dit, elle fait 1200 coups minutes. Elle a tiré 2 minutes. Mais pendant ces 2 minutes, on ne pouvait plus rien faire. Et la Légion encore moins, puisqu'ils étaient derrière nous. Donc ils ne pouvaient pas progresser, ils s'en prenaient autant que nous. Et quand vous avez une petite arme, comme ils avaient à l'époque, qui ne tire pas à 200 mètres, ça ne servait à rien. Et cette saloperie s'enraye. C'est-à-dire que la mécanique fait que ça ne marche plus. Et je dis à mes gars, vous tirez sur tout ce qui bouge, tout ce qui porte une arme. Uniforme ou pas uniforme, vous tirez. Et le feu des FRF1, puisque c'est comme ça que s'appellent nos fusils, est tombé. Et il y a eu un grand calme. On a su, la Légion nous a rejoints. Et à ce moment-là, 2 de mes hommes se sont levés et m'ont dit, couvrez-nous, on part devant. Donc ils ont, le temps que je réagisse, ils avaient déjà fait 30 mètres en courant. Ils avaient laissé leur fusil. Étienne, qui était à ma droite, un de mes hommes, lui part avec son fusil à côté de moi. Il allume les 2 derniers qui nous tiraient dessus et qui tiraient surtout sur mes 2 gars qui arrivaient sur le bus depuis le balcon du poste frontière. Et au moment où arrivent mes 2 gars sur le bus, il y avait une porte sur le côté gauche, à l'arrière gauche, à cette époque-là c'était autorisé, il y avait 2 types de portes, et une porte sur l'avant droite. Ils s'étaient partagés Dufour sur la droite, Renaud
par l'arrière gauche et Renaud l'avant droit. Et il y a un légionnaire qui rejoint, on ne sait pas trop pourquoi, puisque ce n'était pas prévu pour sa mission, qui rejoint Pierrot. Mais au moment où ils arrivaient, ils ont remarqué qu'un type était remonté dans le bus avec un enfant, un 8e qu'on n'avait pas vu. Et il portait un enfant. Et il se retrouve face à lui. Le gars avait une arme d'assaut, il rafale dans le bus, il se trouvait à peu près au premier tiers du bus, il rafale, comme il tenait le petit dans les bras, il ne tient pas trop son arme, l'arme, alors qu'il visait Pierrot et puis le légionnaire, l'arme remonte et la rafale nous touche de petite. Et Nathalie et Valérie ont été touchées, une est décédée dans nos bras et l'autre quelques jours après. Et là, vous vous dites, mais pourquoi j'ai donné l'ordre ? On a réussi à tous les sortir. Après, bien sûr, il y a une noria qui s'est passée. Et quand je suis retourné devant le général, je crois que jamais de ma vie, j'ai parlé comme ça à un officier. Je lui ai dit, vous m'avez menti, mon général. La Somalie nous a attaqués. On a été obligé d'abattre une section de Somaliens. Ça m'a traîné d'ailleurs à l'ONU, je vous signale, parce que la Somalie a porté plainte. Et on a perdu 2 petites. Et quand vous montez une opération pourrie comme ça, dans votre esprit, ce qui vous fait tenir, ce qui fait que vous allez jusqu'au bout de ce qui se paraît impossible, c'est que vous dites, on va ramener tous les enfants aux parents. Et il nous en manquera toujours 2. Et bon, excusez-moi, à chaque fois c'est un peu dur. Mais j'ai dit au général, vous m'avez menti. Vous m'avez menti, la Légion est pas arrivée assez vite et les Somaliens nous ont tiré dessus. Je me suis fait engueuler par son aide de camp, mais bon, après tout le monde s'est calmé. Et depuis, je pense à cette opération, au moins une fois par semaine, une fois un peu moins, ça dépend. Et je refais le film. Et il m'a manqué 10 secondes. Parce que si on avait pu partir 10 secondes plus tôt, le gars, il aurait été à hauteur du bus. Il n'aurait pas fait les 10 mètres qu'il a fait à l'intérieur du bus. Voilà à quoi tient la vie et surtout à quoi tient la mort. Voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire parce qu'elle est emblématique du GIGN. Elle a été à la gloire du GIGN. Elle a porté le GIGN. Mais nous, moi, je porte la décision que j'ai prise, même si mes hommes m'ont aidé à passer ce cap, parce qu'on ne vit pas tout seul. Heureusement qu'on a une équipe, c'est le principe de l'équipe. Pour moi, le monde était fini ce jour-là. Je n'avais pas réussi, alors que tout le monde considérait qu'on avait réussi. Et le GIGN est devenu l'unité la plus connue dans le monde à partir de ce foutu 4 février 1976. Et ce qui est douloureux, c'est que dans le fond, ces 2 petites qui sont parties, il n'y a que nous qui nous en sommes préoccupés. Ça n'a intéressé personne. Mais comme je sais que vous êtes des gens bien, je le partage avec vous. Merci.